Et si on parlait de sport, une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier et Adrien Picou. Bienvenue dans la 127e émission de Et si on parlait de sport. Ici, le sport, ce n'est pas qu'un résultat, un score, c'est une histoire d'énergie, de passion et d'émotions partagées. Chaque semaine, on vous emmène là où tout se joue, sur le terrain, dans les coulisses, au cœur de celles et ceux qui font vibrer le sport. Avec nous, ça parle fort, ça vibre, ça s'engage et surtout, ça donne envie de bouger. Un grand merci à nos partenaires LG Consultants, Semper Connect, le magazine Sport Région avec André Lafenette, l'agence Bel Ombra avec Bruno Hamet, des partenaires passionnés, fidèles qui partagent nos convictions. Le sport, c'est avant tout une aventure collective. Mais aussi, merci à notre Dream Team de l'association Et si on parlait de sport, animatrices, animateurs, chroniqueurs, consultants, toujours prêts à faire vivre le sport autrement, avec le cœur et le sourire. Et cette aventure, c'est aussi la vôtre. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés notre présidente Claire Sévrac qui a un message à vous faire passer. Bonjour Claire. Bonjour Laurent. Je vais vous parler du lancement de la campagne de dons Devenez supporter. Donc, comme vous le savez, un club n'avance pas sans ses supporters et notre émission non plus. En nos chroniques, nos interviews et reportages touchent aujourd'hui des milliers d'auditeurs chaque mois, mais pour continuer à exister et aller encore plus loin, nous avons besoin de vous, chers auditeurs. Pourquoi nous soutenir ? Parce que vous aimez notre ton authentique, nos interviews humaines, nos sujets engagés. Vous croyez comme nous que le sport ne se résume pas uniquement à la performance et aux grands titres. Vous avez accès à un média indépendant et de proximité. Vous savez que sans financement, même la plus belle passion ne peut être pérenne et qu'avec votre soutien, on peut continuer à produire du contenu qui rassemble avec des épisodes chaque semaine, donner la parole aux acteurs de terrain partout en France, investir dans du matériel, se déplacer, couvrir les événements, lancer de nouveaux formats pour encore mieux raconter le sport. Alors si vous souhaitez que l'aventure continue et monte en qualité, rejoignez notre club des supporters et soutenez l'émission à hauteur de vos moyens parce qu'ici, pas de minimum, pas de maximum, chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Alors rendez-vous sur Hello Asso ou notre site internet, cliquez sur Devenez supporter et faites un don. Chaque euro nous rapproche de notre mission. Merci. Merci Claire et merci à toutes celles et ceux qui font partie de l'équipe, des auditeurs aux chroniqueurs. Vous êtes la grande famille de Et si on parlait de sport. Allez, installez-vous, mettez le son à fond. Le coup d'envoi est donné ensemble. Et si on parlait de sport. Et au sommaire de cette nouvelle émission, en première mi-temps, on va aller à Nîmes avec un parcours qui ne laissera personne indifférent. Il s'appelle Yanis Debeau, un ancien ailier du RC Nîmes, rugbyman, prometteur, amoureux du ballon ovale jusqu'à ce qu'un terrible accident en Belgique vienne tout bouleverser. Genoux fracassés, nerfs sciatique arraché, paralysie du pied droit, autant dire que sa carrière semblait terminée. Et pourtant, Yanis n'a rien lâché. Avec un mental d'acier, il a transformé la douleur en moteur, la rééducation en défi et s'est lancé un pari insensé, terminer l'ultra-trail du Mont Blanc, 171 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Dans cette première mi-temps, il nous raconte sa reconstruction, son entraînement, ses objectifs et surtout le message qu'il veut faire passer à tous et ceux et celles qui traversent une épreuve. Une histoire inspirante, une leçon de courage et de détermination. C'est tout de suite dans Et si on parlait de sport ? Et en deuxième mi-temps, on met les gaz en Occitanie. Nous parlerons du sport automobile sous toutes ses formes avec deux invités de marque, Michel Vergne, président de la Ligue Occitanie-Pyrénées d'automobile, et Jean Verriès, qui est le président de la Ligue Occitanie-Pyrénées de karting. Ensemble, ils nous font vivre à l'intérieur la saison 2025, les performances des pilotes régionaux et dévoilent les projets 2026, nouveaux rallyes, voitures électriques, formation des officiels et découverte du karting pour les jeunes. 25 minutes de passion mécanique et humaine à ne pas manquer. Et tout de suite, place maintenant à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport avec Yanis Debeau. Et si on parlait de sport ? Première mi-temps. Retour sur le plateau de Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, direction les sentiers de montagne, là où la détermination se mesure à chaque foulée. On vous propose une histoire qui nous va droit au cœur, celle d'un Nîmois au mental d'acier, passé du maillot du RC Nîmes au sentier vertigineux de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Un rugbyman fauché en plein vol par un accident terrible qui lui a laissé une paralysie du pied droit, qui a choisi de ne pas se laisser abattre. Mieux encore, il a décidé de transformer ce coup du sort en défi monumental.
nous avons le plaisir d'accueillir Yanis Debeau qui a tronqué ses crampons de rugbyman pour les chaussures de trail et qui va nous raconter comment on passe d'une blessure qui brise une carrière à une aventure qui redonne un sens à sa vie. Yanis, bonjour. Salut, ça va? Merci d'être avec nous. Pour commencer, peux-tu simplement te présenter? Qui est Yanis Debeau et d'où viens-tu? Alors moi, c'est Yanis Debeau, j'ai 23 ans là. Et donc j'ai fait du rugby toute ma vie depuis que j'avais 7 ou 8 ans. Je jouais au RCN à Nîmes et puis après je suis parti en Belgique en fait pour suivre mes études de kiné. Là-bas j'ai continué le rugby, donc c'était de la D1 belge, donc c'est un petit niveau, mais je jouais quand même très souvent. Et pendant un match j'ai eu un accident, un peu un coup du destin ou malchance. En fait je me suis retrouvé plaqué par deux joueurs. Il y en a un qui est tombé sur mon genou, qui m'a luxé le genou. Et en fait, là où j'ai pas eu de chance, dans la luxation, ça a emporté mon nerf sciatique. Et donc, en plus de tous les ligaments qui ont été arrachés, en fait, j'ai une paralysie du pied droit. Donc, plus précisément des releveurs et des déverseurs du pied. Donc, aujourd'hui, là, maintenant, je marche avec une orthèse. Sinon, en fait, j'ai le pied tombant. Mais tu peux quand même, Yanis, tu peux marcher, puisque derrière, tu as fait des choses. Donc, tu peux quand même marcher malgré ce problème-là. Ouais, je peux marcher vraiment grâce à une orthèse. Sinon sans l'orthèse, j'étais vraiment pas bien loin. Mais grâce à ça a pris un peu de temps, mais j'ai fini par remarcher, surtout par recourir. Et ça, c'était le plus important pour moi. Alors, quelle a été finalement ta réaction quand on t'a diagnostiqué paralysé du pied droit? Il n'y a pas eu de réaction directe parce qu'en fait, c'était un processus qui était un peu long où pendant un an, on savait pas vraiment s'il y allait avoir une repousse ou pas du tout. Donc c'était plus une acceptation sur le long terme où j'ai dû me faire à l'idée que ma vie allait se finir comme ça. Il n'y a pas eu un diagnostic d'un coup, mais ça a pris du temps d'accepter la paralysie et que le membre ait pu bouger. Ça m'a pris un mal de temps, mais une fois que j'étais fixé, ça m'a un peu aidé à avancer parce que je savais maintenant avec quoi j'allais évoluer, avec les cartes avec lesquelles j'allais jouer. Donc ça m'a permis de me relancer directement après. Alors c'est une vraie bascule pour toi dans une vie, j'imagine. Mais comment tu as vécu finalement les premières semaines après l'accident? Quand on se relève d'une chose comme ça, comment on réagit autour de toi et toi-même? Ouais, beaucoup de questions. Puis qu'il a mis du temps à tomber, mais en même temps, comme j'étais en étude de kiné, j'étais assez au courant de ce qui m'arrivait. Et quand j'ai su dès que je voyais mon pied qui bougeait pas et je savais à peu près la blessure que j'avais eue, je savais que ça allait être grave. Et ça a été beaucoup de déni au début. Je refusais de me dire que c'était grave et que c'était passé quelque chose. Pendant de longs mois, en fait, j'ai juste fait ma vie comme si c'était rien passé. Puis après, en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que la vie, elle a quand même bien changé. Mais au début, j'ai beaucoup renié cette blessure. Et du coup, tu as choisi de réagir plutôt que subir. Comment tu as pu prendre cette décision de ne pas lâcher et de viser un objectif très ambitieux de participer à l'UTMB? Ça s'est fait un peu en deux étapes. Ça a été avant t'as commencé par faire un défi qui était de faire le marathon de Paris. C'est intéressant que tu nous expliques ça parce que c'est la première étape finalement. C'est ça, c'était entre juste 2 opérations. Et donc, en fait, quand je me suis réveillé de la première, le chirurgien il est venu me voir en me disant que mon objectif maintenant dans la vie, ce serait de remarcher normalement. Quand on dit ça à quelqu'un qui a 20 ans, ça laisse des traces dans la tête. Ça t'a énervé, ça. Tu t'es dit non. Ça m'a énervé et puis je me suis senti un peu... J'ai l'impression qu'il me prenait un peu de haut. Alors je me suis dit, si c'est comme ça, lui, je vais plus trop lui parler. Donc j'ai arrêté de parler avec ce chirurgien-là et puis je me suis inscrit au marathon en fait entre les 2 opérations quand j'étais encore alité. C'était à ce moment-là, c'était 1 an après, donc j'ai fait le marathon de Paris. En fait, c'est pendant cette préparation du marathon que je me suis rendu compte que la route, ça me bottait pas tellement, mais que je préférais plutôt être sur les sentiers. Et je me suis rappelé aussi, en fait, au moment où j'étais encore entre les opérations, les rendez-vous à l'hôtel, que je disais à un copain à moi qui faisait de la course à pied aussi, que si un jour je faisais l'UTMB, ce sera, j'aurais été un surhomme. Parce que je disais à l'époque, je disais, c'est un truc de surhumain, c'est impossible. Et en fait, quand je me suis rendu compte que je pouvais recourir, je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas essayer cette aventure-là. Alors, est-ce que tu as eu la présence d'esprit d'envoyer ton résultat à ton médecin? Parce non, que t'as fait un score quand même qui est pas mal. J'avoue que je serais pas capable de le faire. Donc, t'as bouclé les 42 km de ce marathon de Paris en 3h27. Donc, moi, j'aurais envoyé un petit papier au médecin en disant, voilà, j'ai réussi. J'avoue que je l'ai pas fait. Parce que, aussi bizarre que ça puisse penser, j'étais pas très fier de 3h27 à ce moment-là. Puis j'ai complètement explosé sur le marathon. Je voulais faire 3 heures et puis en fait, j'ai complètement explosé. Mais en même temps, j'étais aussi un peu passé à autre chose. La rancœur que j'avais contre ce médecin, elle était passée. Et puis je me suis dit, ça sert pas à grand-chose de le renfoncer encore un peu plus. Je me suis dit, qu'il reste dans son coin, je reste du mien. Et puis, c'est très bien comme ça. Bon, s'il nous écoute, on lui pardonne alors. Et oui. Du coup, tu as mis le cap sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB, 171 km. 10 000 mètres de dénivelé positif,
Des nuits blanches, du froid, de la douleur. Comment on prépare un tel défi, surtout avec un handicap physique? C'est un truc de fou quand même ce que tu as réalisé. Ouais, non, c'était une aventure complètement dingue, mais je dirais qu'en fait, toute la préparation, c'était ça qui était plus fou par rapport à la course. Mine de rien, moi, c'était assez récent quand même, cet accident, ça faisait même pas un an, donc niveau appareillage, j'étais pas encore au courant de ce dont j'avais droit, donc je courais avec, en fait, j'avais 2 élastiques que j'accrochais à ma cheville et à ma chaussure et qui me tiraient le pied. En fait, c'était pas du tout adéquat par rapport au sport que je faisais, donc j'ai fait toute ma préparation et qualification pour l'UTMB avec ce système-là. Donc j'ai fait par exemple la Saint-Élion, de 80 bornes entre Saint-Etienne et Lyon, j'avais fait avec ce truc-là où en fait au bout de 5 heures j'avais tellement mal aux pieds. Et en fait j'ai découvert tellement de choses pendant cette préparation-là que le jour de la course c'était pas un défi mais c'est un peu une consécration de tout ce que j'avais vécu parce que forcément quand on a un handicap comme ça fait un peu des compensations, donc je me suis fait pas mal de blessures à droite à gauche et en fait j'ai découvert plein de choses sur moi, sur mon corps, sur mon psychologiquement aussi. La question qu'on se pose naturellement, raconte-nous ce moment où tu franchis la ligne d'arrivée à Chamonix. Qu'est-ce qu'on ressent? Surtout après ce handicap, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une victoire aux Jeux Olympiques pour toi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'était vraiment le point que j'avais choisi pour me dire que si je faisais ça, j'avais complètement tourné la page de ce handicap. En tout cas, de la rancœur que j'avais envers cet accident. Et ouais, quand je passe, en fait, c'est un mélange d'émotions tellement spécial parce qu'il y a l'épuisement. J'avais fait 36 heures de cours, donc j'arrive complètement rincé, mais en même temps, il y a toute ma famille, il y a mon père, ma mère, mon frère, mes amis qui sont là. Même si c'est compliqué d'être vraiment émotif quand on est si fatigué, en fait, vu que je vois dans les yeux des gens qui sont là à quel point ça les rend heureux aussi. Et c'est ça c'est un moment incroyable où pendant 10 minutes, j'ai l'impression d'être sur un autre monde. Et en fait, même c'est quelque chose qui a augmenté au fur et à mesure de la semaine où je me suis rendu compte en fait que j'avais fait. Parce que sur ma santé, je me rendais pas compte. Alors, au fur et à mesure de la semaine, là, c'était bon. Tu dis souvent, et je pense qu'il y a beaucoup de garçons, de femmes dans ton cas, qui disent qu'on veut pas qu'on te voit comme un athlète handicapé, mais simplement comme un coureur. C'est important cette nuance pour toi? Ouais, pour moi c'est important parce que en fait je pense quand on est en situation de handicap, on n'a pas forcément envie d'avoir des avantages et souvent c'est ce que les gens comprennent quand on parle de handicap, c'est qu'on a besoin du coup d'avoir des avantages en plus pour être à égalité. On n'a pas forcément envie d'être à égalité, en tout cas dans mon cas. Moi j'ai mes armes avec mes armes et je fais pas la compétition contre les autres, c'est juste moi et moi-même. En tout cas dans le trail, encore plus dans l'ultra trail, c'est vraiment une compétition contre soi-même. Handicapé, ça me dérange pas, mais j'ai pas envie d'avoir des avantages par rapport à ça. Ça m'a appris à être heureux des petites choses surtout, je pense, parce que en fait, pendant que je m'entraînais, donc c'est vraiment long l'entraînement en ultra trail, c'est de la rando course tout le temps, donc on est le plus de temps possible en montagne. Et en fait, pendant ces moments-là, parce qu'en fait, passer 3, 4, 5 heures dehors, le cerveau il réfléchit plus pareil. En fait, on se rend compte des petites joies que c'est de pouvoir juste marcher dehors, de pouvoir courir en montagne. Souvent, je me fais des rétrospectives où je me dis, le Yanis de l'hôpital me voyait à ce moment-là. Il serait le plus heureux du monde et il pleurait de joie tous les jours. Donc je me dis là, il faut que je profite de ça en étant conscient que c'est pas donné et qu'il faut que j'en profite. Et du coup, quels sont tes futurs défis après l'UTMB? Mais l'UTMB c'est beau. Peut-être la Diac des Fous, non? Soyons fous, non? Autant aller à la Réunion. La Diac des Fous, ouais, c'est dans un coin de ma tête, mais j'ai pas envie de me précipiter non plus. Tu vois, ça fait 1 an que je fais du trail. En 1 an, je fais un UTMB, c'est déjà très bien. J'ai vraiment passer toutes les étapes assez rapidement, donc j'ai pas envie de faire toutes les grandes courses du monde en 2 ou 3 ans. Je préfère me la garder pour plus tard. Et après là je fais par exemple je fais un 80 bornes là, ce samedi à Nîmes, donc ça sera déjà bien. Et puis l'année prochaine c'est un peu ce que j'ai envie de faire aussi, faire des courses plus pour me faire plaisir sans me mettre la pression. Ou par exemple l'UTMB c'était vraiment l'objectif de ma saison et toute l'année je me suis entraîné pour ça. Là j'ai un peu envie de me faire plaisir, faire des petites courses à droite à gauche, enfin petit. 80 bornes minimum. À travers ce sport, tu as aussi des projets professionnels, ça t'a quand même pas bloqué. 23 ans, c'est jeune, t'as donc plein de choses encore à vivre devant toi. Le sport t'accompagne et en même temps, j'ai envie de savoir un peu comment tu vis autour de ça, comment ton métier de kiné, comment ça se passe et comment tu peux témoigner finalement de ça. J'avais lu, peut-être je me trompe, mais que tu voulais faire un documentaire sur cette période-là. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? Moi, en fait, au moment de mon accident, donc j'étais en 2e année de kiné. En fait, j'ai enchaîné avec 3 ou 4 mois d'hôpital, donc en fait tous mes partiels de l'année après j'étais complètement raté et donc je me suis dit là il y a une page à tourner, donc j'ai quitté la Belgique et quitté les études de kiné et je m'étais dit que je me laissais 1 an en fait pour me remettre un peu les pieds sur terre et puis faire un peu ce que j'avais envie. Ça s'est transformé en 2 ans au final parce que j'ai vraiment aimé et là j'ai repris cette année en septembre
des études d'orthoprothésiste. Donc quelque chose vraiment qui suit un peu le virage que ma vie a pris, parce que aujourd'hui c'est un métier pour moi qui a beaucoup de sens, parce que je sais à quel point c'est important d'avoir un bon appareillage. Ouais, ça a changé beaucoup de choses, hein. Ça fait dans ma vie, en fait, tout changé. Là, j'ai l'impression d'avoir un peu redémarré comme si je sortais du lycée, mais c'est pas plus mal. C'est un peu bateau, mais c'est une renaissance un peu. On sait que le monde de l'appareillage et le matériel, on n'a pas beaucoup parlé lors de l'interview, mais qu'est-ce que tu penses du matériel sportif adapté, toi qui es en situation de handicap, et qu'est-ce que tu aimerais dans l'avenir qui soit développé pour avoir une meilleure technologie, pouvoir faire des compétitions être plus confort? Qu'est-ce que tu en penses de ça aujourd'hui dans le trail? Je sais pas si je pourrais avoir une vision très globale, parce que moi, ma vision est quand même très biaisée par rapport à mon expérience à moi. Et moi, j'ai personnellement eu l'impression de ne pas avoir été au courant des choses auxquelles j'aurais pu avoir accès. J'ai l'impression que le sport est pas vraiment pris en compte dans les démarches médicales et même d'appareillage, dans le sens où par exemple, dans mon cas, moi j'ai eu une orthèse de marche dès que j'ai été pris en charge. Et en fait, ça va pas du tout pour la partie que j'ai du sport, mais parce qu'on m'a pas forcément écouté, on n'a pas pris en compte le fait que j'allais pouvoir reprendre du sport. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on prend pas en compte à chaque fois et qu'on voit simplement de pouvoir retrouver une fonctionnalité dans la vie de tous les jours et pas forcément le sport. Et sachant que le sport peut faire partie de la vie de tous les jours de certaines personnes, je pense qu'il faudrait y accorder plus d'importance. Est-ce que tu as fait breveter tes 2 élastiques finalement, parce que ça t'a sauvé la mise, ça? Non, je ne les ai pas fait breveter parce que je les ai achetés à la pharmacie, donc ils sont déjà brevetés. Je pense qu'ils doivent faire pas mal de sous. En fait, t'as été un petit peu comme MacGyver, t'as trouvé une astuce pour pouvoir finalement continuer cette passion-là et de pouvoir courir. Donc comme quoi il y a de l'espoir. Et si tu bricoles, ça veut dire qu'il y a des pistes effectivement de développement de prothèses. C'est ça qui est intéressant, puisque dans ton métier aujourd'hui, peut-être que ça va t'aider à découvrir ou à apporter des solutions pour améliorer cette situation. Ouais, c'est ça. Bah là, j'essaye un peu aussi en ce moment avec mon orthoprothésiste de réfléchir à un nouveau modèle qui pourrait m'aider. Donc, je suis en contact avec tous les orthoprothésistes de France, de son entreprise, en fait, pour voir s'ils ont fait des choses de ce type ou pas. Mais ouais, en fait, c'est du sur-mesure. Donc, quelque chose qui va marcher pour moi va pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre. Donc, en fait, ça dépend de plein de choses. Mais j'y travaille pour trouver quelque chose qui marche pour moi et qui pourrait peut-être, là, c'est vraiment des plans sur la comète. Mais si j'arrive à trouver quelque chose d'une orthèse qui puisse fonctionner pour du trail, de la course à pied, c'est incroyable. Et on va finir par une question. Quel message aimerais-tu adresser à ceux et celles qui t'écoutent, qui vivent avec un handicap et une difficulté dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie d'adresser à ces gens-là au niveau du sport? Au niveau du sport, moi j'ai surtout envie de dire que les limites qu'on se fixe, c'est vraiment juste les nôtres. Il y a plein de gens, plein de professionnels de santé qui vont penser qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose, mais il y a personne d'autre que nous qui connaissons aussi bien notre corps et notre handicap. Donc personne ne peut nous dire ce qu'on peut faire ou pas faire. C'est nous qui choisissons. Et surtout, j'ai une pensée pour tous les gens à qui il arrive un accident récemment ou quelque chose comme ça. Moi, je sais que je l'ai très mal vécu parce que j'ai l'impression d'être vraiment seul. En fait, quand on passe de valide à invalide, c'est très spécial. On a l'impression que tous les gens autour de nous ne peuvent pas forcément comprendre ce qui nous arrive. Et il faut vraiment... C'est un message que j'aime bien dire, c'est qu'on n'est vraiment jamais seul. C'est un très très bon témoignage. Yanis, merci pour ce témoignage fort et profondément humain, ce que tu nous rappelles aussi qu'aucune montagne n'est infranchissable quand on y met du cœur, de la volonté, du courage. Ton parcours est une leçon d'humilité, une source d'énergie pour toutes celles et ceux qui doutent encore de leur force intérieure, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. On te souhaite en tout cas de réussir dans tous tes projets, surtout de continuer à ouvrir des voies, puisque tu as choisi un métier dans ce sens-là. Peut-être que tu sortiras avec un projet un jour qui pourra même peut-être servir la vie d'autres jeunes gens ou jeunes filles. Voilà, c'était « Et si on parlait de sport » avec Yanis Debeau. Merci Yanis, on te souhaite plein de belles choses et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, merci beaucoup. Allez, petite info dernière pour conclure cet entretien. Yanis a participé récemment à la Veni Venci de Nîmes, épreuve de 82 km pour un dénivelé positif de 2200 mètres qu'il a parcouru en 9 heures, 39 minutes et 51 centièmes. Bravo Yanis, belle performance. On te souhaite plein de belles choses pour la suite et à très bientôt. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires de passion, de dépassement et d'émotion. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps avec nos invités Michel Vergne et Jean Verriès. Et si on parlait de sport, mi-temps.
Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de la deuxième mi-temps. Attachez vos ceintures, le moteur de Et si on parlait de sport démarre fort aujourd'hui. Direction l'Occitanie où le sport automobile vit à 200 à l'heure. Des circuits légendaires au rallye de nos campagnes. C'est tout un territoire qui respire la vitesse, la précision et l'adrénaline. Et pour en parler, deux invités d'exception. Michel Vergne qui pilote la Ligue Occitanie-Pyrénées d'automobile et Jean Verrier qui lui est le président de la Ligue Occitanie-Pyrénées de karting. Ensemble, on fait le point sur une saison spectaculaire, on lève le capot sur les projets de 2026. Alors prêt, c'est parti, moteur et passion. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors avant d'entrer dans ce détail, cette riche saison des projets 2026, je vous propose d'abord de vous présenter. Michel, quelques mots sur qui est Michel Vergne. Alors, mes débuts en 70, lors d'une école de pilotage, apprendre à conduire sur une monoplace en circuit, puis après différentes compétitions en course de côte, notamment en circuit. Ensuite, devenu officiel, commissaire officiel, et puis organisateur, président de la ZAD Albi et organisateur des Grands Prix d'Albi pendant 10 ans, de 86 à 96. Et puis après, rentrer dans la Ligue en tant que dirigeant, et puis maintenant à la fédération. Alors pour t'aider, on a avec nous Jean Verrier, qui lui est président de la Ligue du karting. De karting, exactement. Mes débuts dans le karting, c'était en 96, à cause de mon fils qui voulait faire du karting. Donc on a commencé à faire du karting en loisir. On est parti dans la compétition. Il a fait ses études d'ingénieur. Il a arrêté le karting. Et moi, j'ai continué avec Jean-Claude Sanchez, l'ancien président de la Ligue Occitanie-Pyrénées. Et de fil en aiguille... commissaire technique international, et après, au décès de Jean-Claude Sanchez, j'ai pris la présidence de la Ligue en 2017, pour jusqu'à aujourd'hui être président de la Ligue de karting et travailler avec Michel, tous ensemble pour le sport automobile. Alors comme vous êtes tous ensemble, on va vous demander un petit peu des infos sur cette ligue. Comment, respectivement, ces deux ligues, quel est leur rôle dans cette Occitanie-Pyrénées? Michel, on va commencer par toi. Le rôle d'une ligue, c'est de mutualiser toutes les organisations au mieux, qu'elles soient en circuit, qu'elles soient en rallye, etc. Et puis encadrer le tout en visant les règlements par rapport aux compétitions et encadré par des officiels. Alors, et mettre en avant, bien sûr, tout ce qui peut développer le sport. Tu m'as mis une petite précision hors antenne, c'était de dire que c'est la Ligue Occitanie-Midi-Pyrénées, juste pour nos auditeurs, bien préciser le cadre de cette ligue. Oui, la Grande Occitanie qui existe administrativement est divisée en deux. L'ancien Midi-Pyrénées, dont fait partie cette ligue, et la Ligue Occitanie-Méditerranée, qui est l'ancienne Languedoc. Dans cette ligue, il y a un certain nombre de départements, de cette ancienne région, avec 13 ASAS. Donc les ASAS, c'est Associations Sportives Automobiles, c'est ça? Oui. Et donc des associations sportives de karting? Exactement. Il y en a 5 aujourd'hui. 5. Donc votre rôle, c'est d'encadrer, de doubler un peu tout ce qui est organisation, de superviser, c'est ça? De fédérer et d'organiser l'ensemble des compétitions de notre territoire. Donc moi, j'ai noté qu'il y avait à peu près 70 épreuves, vous me coupez si je me trompe, chaque année. Comment vous gérez tout ça? Et vous avez un personnel énorme. Non, ce ne sont que des bénévoles, c'est pas du personnel, attention. Et heureusement qu'en France, nous avons des bénévoles et des associations faites avec des bénévoles et par des bénévoles. En fait, le montage est très simple, ce sont les associations sportives ou automobiles ou de karting qui gèrent les manifestations. Le montage
par rapport aux collectivités, on a besoin d'arrêtés municipaux, départementaux. Il faut que ce soit des lieux agréés. Pour les circuits, ce sont des arrêtés ministériels. À partir du moment qu'on a un terrain pour faire de la compète, après c'est beaucoup plus facile. Mais il faut obtenir les autorisations. C'est tout un circuit d'administratif quand même pour pouvoir monter soit un rallye, soit une compétition en circuit. Il y a, j'imagine, tout un travail à faire de fond qu'on ne voit pas finalement, parce que nous on voit la course et puis basta quoi. Alors, le premier travail d'une ligue, quelle qu'elle soit, la nôtre ou celle de karting, c'est déjà de faire un tri au niveau du calendrier, de manière à ce qu'il n'y ait pas concomitance, on n'est pas à 10 compétitions le même week-end, on étale ça dans toute la saison, on le fait valider par la fédération parce qu'elle doit tenir compte effectivement des autres ligues régionales, de manière à avoir des calendriers de championnat ou de coupe ou de trophées qui soient bien étalés tout au long de la saison. Ça, c'est le premier travail. Et ensuite, obtenir les autorisations des fédérations avec un visa qui correspond bien à la discipline du moment. Et les breaks s'adaptent aussi au karting ? Pareil, c'est exactement le même schéma, autorisation fédérale et ensuite autorisation départementale, puisqu'après, au-delà de la fédération, on est obligé de faire les demandes en région pour les autorisations de course, que ce soit sur des courses pour l'automobile en rallye, sur des routes fermées, mais sur des routes, et en karting pour du circuit, on est obligé d'avoir les autorisations préfectorales. Alors, on va rentrer un peu dans le concret. Ce qui intéresse aussi les auditeurs, c'est comment s'est passée finalement cette saison 2025. Et est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ce qui se passe à l'intérieur de ces ligues? Quel type j'ai envie de dire, de voitures, quel type de compétition vous faites? Il y a du rallye, il y a des courses de côte, il y a tellement de choses. Est-ce que tu peux nous détailler un peu tout ça et nous faire un bilan, Michel? Alors, déjà, on a des épreuves en circuit qui sont réservées aux véhicules faits pour le circuit, donc les monoplaces, les GT et certaines berlines. Et à contrario, pour le rallye, ce sont des voitures qui sont spécifiques au rallye de par les réglages. Au départ, les voitures sont identiques quand elles sortent de chez le constructeur ou le préparateur, mais ensuite on adapte à chaque discipline, voilà. Et puis il y a les rallye-terres qui sont encore une autre dimension avec des réglages spécifiques, des montages de suspension et de freins qui sont encore différents. Alors le bilan il y a eu 6 grandes épreuves régionales, c'est ça cette année? Comment ça s'est géré? On a beaucoup d'épreuves, on le disait tout à l'heure dans le calendrier. En fait, on a 20 rallyes répartis sur nos 8 départements. Sur ces 8 rallyes, sur ces 20 rallyes, on en a 8 en championnat de France, ce qui est quand même très très bien. Peu de ligues peuvent se vanter d'en avoir autant. On a le rallye de Rouergue, championnat de France, le montagnard en 2e division, et ensuite on a 5 rallyes en championnat de France terre et un rallye tout-terrain dans le Gers Armagnac. Voilà, ça c'est tout ce qui est championnat de France, et on est super bien loti de ce côté-là. Et après on a tout ce qui est Coupe de France et rallyes régionaux. Alors ça, c'est la partie rallye, donc externe. Et puis on a ici sur notre territoire 2 grands circuits en fait. Oui, absolument. Dans le circuit de Nogaro qui ouvre le bal chaque année par la Coupe de France début mars, et ensuite les 2 grands moments à Nogaro sont les Coupes de Pâques, traditionnellement Pâques, et un plateau extraordinaire avec 8 ou 9 disciplines, dont le GT, la Formule 4, etc. Et ensuite, au mois de juin, il y a le Grand Prix de camion. Et on se retrouve à Albi, pareil, pour une Coupe de France. Et un Grand Prix camion fin octobre, qui clôt le championnat camion avec la remise des prix qui se fait traditionnellement sur Albi. Voilà, on avait reçu ici Calvé qui était venu nous voir à l'occasion du rallye Paris-Dakar. Et c'est son fils qui a gagné, je crois, encore cette année le championnat de France camion, si j'ai bien suivi les compétitions. Tout à fait, Laurent. Théo est encore une fois champion de France, c'est sa 3e consécutive. Donc à 21 ans, 3 fois champion de France, c'est un pur régional.
un vrai. On a eu le plaisir de le recevoir à l'antenne. C'était un plaisir. Voilà. Il a d'ailleurs participé au Dakar. Ça lui est arrivé. Tout à fait. Avec son papa d'ailleurs. Voilà. Alors, on les salue en même temps. Du côté des résultats des pilotes, justement, c'est la liaison le pilote licencié en Occitanie. C'est quoi un peu nos résultats? Alors, on a reçu en Formule 4 notre jeune pilote champion de France F4 l'autre jour. Là, est-ce que tu as d'autres noms, d'autres jeunes qui ont performé cette année? Alors, le premier, bien évidemment, c'est Alexandre Munoz, et puis on a une grosse pensée pour lui parce qu'il est parti hier à Macao pour la course des champions, dont on espère un résultat, mais ça, on en est convaincu, il n'y a pas de souci. On a Théo Calvé, donc qui est champion de France camion. À côté de ça, on a Thomas Christol en autocross et son compère Tessandier. On a David Pouget qui l'Albigeois qui lui il truste 3 titres cette année. Il est vainqueur de la Coupe Clio France, Coupe Clio Espagne et Coupe Clio Europe. Donc c'est pas rien. Après on a Sébastien Mathieu qui est vainqueur du trophée Endurance historique. Et puis la saison n'est pas tout à fait terminée. On a encore 2 ou 3 possibilités de podium, donc très satisfait d'une saison 2025 fantastique. Donc pour un président content, 2025, ça s'est bien passé. On va se projeter maintenant sur 2026 parce que je pense qu'une ligue comme la vôtre, elle a déjà la tête tournée vers 2026 avec janvier. Comment s'annonce ambitieux? Comment sont mis en place les plus grands projets de 2026? Alors, on a plusieurs objectifs, développer toujours le sport automobile, et puis on a 4 éléments qui arrivent, dont on voudrait en 2026 faire un développement. Il y a un nouveau rallye dans l'Aveyron, ça fera un de plus, on arrivera à 9 sur un département qui est véritablement une terre de rallye. Ce sera une ouverture mi-février. C'est bien perçu les rallyes globalement par le public, tout ça. Vous avez de l'ambiance, comment ça se passe? L'image que je peux donner, c'est celle du Tour de France cycliste. C'est pareil. C'est gratuit, c'est populaire, toute la famille vient, on pique-nique, on profite d'un week-end hors toute contrainte, et c'est une fête familiale. Donc le rallye est très bien perçu. Après, on a l'intégration des véhicules électriques qui arrivent petit à petit. Ce week-end, c'était la grande ouverture au rallye de l'Indre avec une dizaine d'Alpine A290. Dont je crois 7 sont à l'arrivée, c'est bien, il faut compter avec eux. On a un rallye, le Cœur du Vignoble, le mois prochain, qui va recevoir 1 ou 2 Alpines électriques. Donc il faut l'intégrer. On est dans une transformation, voilà, il faut. Ouais, c'est un nouveau visage qu'on essaie d'intégrer. L'un ne remplacera pas l'autre, mais ça va avec. Et c'est un plus pour nous. Donc voilà. On a aussi les épreuves de régularité, qui ne sont plus des épreuves de vitesse, mais de régularité, comme son nom l'indique. On choisit une moyenne, on s'y tient, et c'est un travail assez colossal. Donc ça, c'est un travail pour les. On n'imagine pas d'ailleurs, parce qu'on pense toujours course, et là, en fait, c'est plus de la course d'orientation. Absolument. Et en gros, on pourrait mettre des questions à chaque point, et les gens pourraient répondre si je grossis un peu l'affaire, mais c'est vraiment être spécialiste de la route, quoi. Il n'y a pas de GPS à ce moment-là, c'est vraiment la carte. Comment ça se passe? Je suis curieux quand je dis ça. Non, mais tout à fait. C'est régi en fait par un GPS, et d'un point à un autre, on a une moyenne imposée. On choisit 53 km/h ou 75 selon les secteurs, et il faut s'y tenir. Et en dehors de ces plages, il y a des pénalités, bien sûr. C'est celui qui a le moins de pénalités qui monte sur le podium. Et on fait ça avec n'importe quelle voiture. Quelles sont la réglementation par rapport à ça? Il y a 2 types de voitures. Voilà, des VHRS qui sont des véhicules historiques de compétition et qui font de la régularité. Et on a du VMRS ce sont des voitures de tous les jours. Votre voiture peut servir de ça. Il n'y a pas d'équipements spéciaux, donc c'est ouvert à tout le monde, y compris aux gamins de 16 ans. Et on peut même être copilote de son papa à 14 ans pour le guider justement à maintenir la bonne vitesse. Voilà, ça c'est une bonne idée. Faire papa avec son fils, ouais. Ça peut être très sympathique pour la conduite. Alors après, tu avais le recrutement aussi, je crois. Vous parliez beaucoup de la formation. Alors, comme dans toutes les disciplines sportives,
tout ce qui est arbitre et encadrant ont pris de l'âge. Les cheveux blancs commencent à arriver. Donc, il faut penser à les remplacer, tout simplement. Et là, on se lance dans une grande campagne de recrutement et de formation. Donc, il va y avoir, on va peut-être vous solliciter des partenariats sur les radios, sur les médias, de manière à ouvrir. Donc, il faut nous rejoindre à la Maison des Sports de Balma, au Cross. Rejoignez la Ligue du sport automobile Occitanie-Pyrénées qui vous donnera toutes les directives pour aller dans les clubs, se former et prendre le relais des anciens. Là, le message est passé, en tout cas, on sent l'enthousiasme quand même. Je pose la question, mais déjà, je sens que la réponse, tu me l'as donnée. Un dernier mot sur l'état d'esprit qui anime ta ligue. En fait, finalement, ça a l'air d'être très enthousiaste. Oui, en fait, je voudrais pas le citer, Antoine Saint-Exupéry, mais il dit, si vous voulez que le bateau avance, n'imposez pas aux gens, faites-leur aimer la mer. Et nous, le sport automobile, c'est notre mer. Eh bien, écoute, Michel, merci pour cette présentation très complète. On va passer à côté de toi avec le karting, cette véritable école de pilotage. On a tous un jour dans notre vie, pour beaucoup, pris le karting pour un peu toucher ce que c'était que le terre. On est à ras du sol, on a ces petits trous, on a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut, mais c'est toute une école de pilotage et qui a donné des grands champions. Jean, plaisir de te recevoir. C'est ce que je dis souvent, c'est que le karting est souvent la porte d'entrée vers le sport automobile. Quel bilan tu tires, toi aussi, de cette saison 2025 d'Occitanie, parce que tu as quand même de beaux résultats. Oui, il y a de beaux résultats. On a fait un joli championnat de ligue et on a quand même des noms qui s'avancent. On a un champion de France dans la catégorie Master. Catégorie Master, c'est au-delà de 32 ans. On a de super pilotes. On a un pilote qui a fait le championnat de France Junior Academy, qui a terminé en bonne position et qui l'an prochain part vers la Formule 4. On a aussi de pilotes comme Steven Servant, comme Andy Diaz, qui ont performé dans des courses de Coupe de Marque. Et ça, on a un bon noyau de pilotes dans notre ligue. Alors on peut rappeler qu'Alexandre Munoz vient du karting pour être aujourd'hui champion de France en Formule 4. Et on peut peut-être sortir les grands champions d'hier qui sont tous passés par là et qui ont, enfin beaucoup, et qui sont certains champions du monde aujourd'hui en Formule 1. Tout à fait. Tous les pilotes de Formule 1 sont passés pratiquement par le karting. Tous. Donc voilà, c'était dit. Une petite information sur les circuits régionaux. Est-ce que tu peux nous donner un peu des pistes ? On a deux types de circuits régionaux, puisque le karting ne se pratique que sur circuit. On n'a pas le droit de rouler sur les routes ouvertes. Donc on a deux types de circuits. On a les circuits de loisirs et les circuits de compétition. Circuits de compétition, on en a 3 dans la ligue. Le circuit de Belmont dans l'Aveyron, le circuit d'Aigues-Vives dans l'Ariège et le circuit de Muret, bien sûr, dans l'agglomération toulousaine. Et ensuite, on a au total 9 circuits de loisirs dans le Lot, dans l'Aveyron, à côté de Millau. On a certains circuits de compétition aussi qui permettent de faire du loisir, comme le circuit de Belmont, le circuit d'Aigues-Vives. On a un circuit aussi à Mazamet, qui est un circuit indoor. On a 2 circuits indoor à Toulouse. Donc, on couvre assez bien le territoire au niveau du karting. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la porte d'entrée sport automobile. Comment la Ligue, en fait, travaille-t-elle pour faire découvrir ce sport aux jeunes ? Cette année, la base, c'est le karting de loisirs. Et c'est là où il y a vraiment le plus de monde et le plus de pilotes. Donc cette année, on s'est dit, on va organiser une sélection de jeunes sur les pistes de loisirs, des jeunes non licenciés, pour venir essayer de faire du karting. On a touché environ 60 pilotes et on en a sélectionné un, donc après toute une sélection de chronos. Et ce pilote a participé à la dernière course qui était le challenge Jean-Claude Sanchez, qui était à Aigues-Vives, et il a pu rouler et faire tout un week-end de compétition en catégorie nationale. Donc sur un karting de compétition de 21 chevaux et avec de bonnes sensations. Je peux me permettre de demander quel est le niveau des jeunes pour toi ? C'est important pour le public de savoir qui tu prends dans cette catégorie-là en fait. Jusqu'à quel âge ? Donc le karting commence en compétition à partir de 8 ans.
de 8 ans jusqu'à 77 ans, voire plus. Ça va, on se sent jeune alors. C'est Voilà. Et il y a diverses catégories. Donc de 8 à 12 ans, on a la catégorie mini 60. Donc c'est des kartings de 60 cm3 qui font entre 8 et 10 chevaux. Ensuite, on passe dans la catégorie nationale de 12 à 17 ans. Ce sont des kartings de 21 chevaux. Et ensuite, on passe à la catégorie senior. Donc à partir de 14 ans jusqu'à... c'est pas limité. On a la catégorie master, qui est une catégorie encore avec un kart, c'est le même que les seniors, mais la catégorie de poids est un peu supérieure, parce que bien sûr, on a pris un peu de l'embonpoint. Et à partir de 33 ans cette année, et ensuite la catégorie gentleman, c'est la même chose, mais à partir de 45 ans. Et ensuite, on a la catégorie reine que j'appelle, qui est la catégorie KZ 125, où là, c'est un kart presque de 50 chevaux, avec une boîte de vitesse 6 rapports, et vraiment des sensations au-delà de ce qu'on pourrait espérer, quoi. Bon, on sent le pilote en toi. Qu'est-ce que tu nous prévois pour 2026 ? Quelles sont les nouveautés du calendrier ? Alors, les nouveautés du calendrier, on s'est un petit peu bagarré avec la fédération. Et on a obtenu un championnat de France en catégorie mini 60 et senior master gentleman motorisation Yamé, donc à Aigues-Vives au mois de juillet. Avec ça, on a deux catégories, deux courses, deux coupes de marque. Une catégorie coupe de marque Yamé au mois de juin, au mois de mai à Lavelanet, et une course coupe de marque NSK à Muret au mois de juin. Donc, on va avoir une très très belle saison. Un dernier mot, je pense, pour nos auditeurs. Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message ? Qu'on puisse leur envoyer un beau message ? C'est de venir de plus en plus nombreux au karting et de venir s'essayer justement dans nos écoles de kart de façon à oser passer à la vitesse supérieure. Donc on a 4 écoles de karting sur le territoire, et donc Lavelanet, Muret, Belmont et Cahors aussi qui fait une petite école de karting. On retrouve ça sur les informations sur le site Sport Automobile, c'est ça ? Alors sur le site de la Ligue, c'est karting-midi-pyrénées.fr. Et alors on a le site aussi pour l'automobile, donc Michel, c'est Sport... C'est la Ligue du sport automobile Occitanie-Pyrénées, tout simplement. Alors, tu as le micro. Dernier mot que tu peux nous donner par rapport à toute cette saison, et puis encourager tous ceux qui aiment l'automobile, finalement. Alors, que vous soyez garçon ou fille, n'hésitez pas à venir sur le circuit d'Albi ou de Nogaro le jour des Track Days avec votre voiture, la voiture de papa, et ça vous donnera des sensations. Il y aura des moniteurs qui vous donneront des conseils. Et sinon, vous passez par le karting et après on vous récupère. Car tous les kartmans, c'est nous qui les récupérons. Et enfin, je voudrais faire plaisir aux amoureux de vieilles voitures parce que nous allons recevoir début février le passage du Monte Carlo historique en Ariège, en Aude et dans le Tarn, et que le Tour de France auto passera également dans l'Aveyron du côté de Saint-Afrique début avril et fera une étape sur le circuit d'Albi. Merci à tous les deux et bravo pour toute la Ligue Occitanie-Pyrénées Sport Automobile pour ce travail de terrain. 2 ligues, 2 univers, mais une seule passion, celle du sport automobile sous toutes ses formes. Merci Michel et Jean d'avoir partagé cette passion avec nous. Et si on parlait de sport aujourd'hui, c'était une émission à plein régime avec 2 pilotes du sport associatif qui prouvent qu'en Occitanie, la passion du volant n'est pas de limite. Merci à tous les deux. Merci Laurent. Merci. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'est la fin du match et de cette 127e émission de Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Fin du match. C'est la fin du match de cette 127e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Yanis Debeau, Michel Verne, Jean Verriès, Claire Sévrac. Merci pour vos voix, vos parcours, vos témoignages et vos passions. Merci aussi à vous, auditrices, auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est vous notre moteur. Merci à nos partenaires, LG Consultants, Semper Connect, le magazine Sport Région avec André Lafenette, l'agence Bellombra avec Bruno Hamet. Vous aimez Et si on parlait de sport, passez de l'autre côté du micro et devenez vous aussi membre et supporter de l'association. On vous attend parce que Et si on parlait de sport, ce n'est pas qu'une émission, c'est une communauté de passionnés qui fait vibrer le sport sous toutes ses formes.
en nous rejoignant vous aider à valoriser ces acteurs, à raconter ces belles histoires et à faire grandir cette aventure collective. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites battre le cœur du sport avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Et si on parlait de sport, votre rendez-vous où la passion du sport se conjugue toujours avec humanité. À très vite et d'ici là, continuez à vivre le sport autrement.